L'agriculture transgénique, une expérience à l'échelle mondiale sur l'homme, l'animal et la nature. Les cultures de soja, de maïs, de coton ou de colza génétiquement modifiés ont des implications considérables. La multinationale agrochimique Monsanto possède 90% de ces plantes transgéniques. Syngenta, Dupont, Bayer et d'autres détiennent le reste. Manipuler génétiquement des plantes peut avoir des conséquences incontrôlables car notre connaissance du fonctionnement du génome est incomplète. Malgré ces risques, des gènes étrangers sont insérés dans des plantes qui sont ensuite cultivées à grande échelle en plein champ. À l'heure actuelle, 90% de ces cultures se situent sur le continent américain, soit aux États-Unis, en Argentine, au Brésil et au Canada. Les chercheurs semblent avoir oublié qu'une fois dans la nature, les plantes transgéniques ne sont pas maîtrisées comme elles pourraient l'être en laboratoire. Elles prolifèrent, peuvent contaminer le patrimoine génétique d'autres plantes et se retrouvent dans les champs des agriculteurs voisins qui voudraient pourtant les éviter. Les industries agrochimiques prétendent que les OGM permettent aux agriculteurs d'améliorer leur rendement. Cet argument ne tient pas la route. Les rendements de ces cultures ne sont pas supérieurs à ceux des cultures traditionnelles. De plus, les agriculteurs doivent racheter chaque année de coûteuses semences OGM brevetées, ce qui les rend totalement dépendants des multinationales semencières. Par ailleurs, les multinationales qui cherchent à imposer les OGM commercialisent aussi des herbicides et des insecticides. Les plantes transgéniques sont principalement de deux types. Soit les plantes sont tolérantes à un herbicide et l'entreprise produit alors également l'herbicide correspondant, soit les plantes produisent elles-mêmes un insecticide en continu. Dans un cas comme dans l'autre, le procédé n'élimine pas seulement les mauvaises herbes ou les parasites, mais aussi des organismes vivants nécessaires aux cultures. Et comme la nature s'adapte, les parasites et les mauvaises herbes finissent par résister aux pesticides. Conséquence, l'utilisation toujours plus massive de pesticides toujours plus toxiques. Des répercussions particulièrement graves sont observables lors de monocultures. En Amérique du Sud, par exemple, la forêt tropicale et les paysages naturels sont détruits jour après jour au profit du développement des monocultures d'OGM et de pâturage pour l'élevage bovin. Parallèlement, les sols et la nappe phréatique sont hautement pollués et les lobbies pro-OGM continuent de répéter que les OGM vont résoudre le problème de la faim dans le monde. Les OGM ne sont pas la solution. Nous produisons assez de nourriture, mais sa répartition n'est pas équitable. La vérité, c'est que les cultures d'OGM sont surtout utilisées pour nourrir les animaux d'élevage. Et elles finissent dans nos supermarchés sous forme de viande, d'œufs ou de produits laitiers. À la liste de tous ces effets nuisibles sur l'environnement s'ajoute une question délicate. Quels sont les effets des organismes génétiquement modifiés sur la santé humaine et animale? La réponse est: personne n'en sait rien. Voilà pourquoi il est important de bien vous renseigner sur les produits que vous achetez.
Europe, le seul OGM autorisé en 1997 est un maïs produisant un insecticide. On l'appelle maïs BT. On a inséré dans ce maïs des gènes de microbes. Le maïs BT est toxique pour les pyrales. Les pyrales sont des insectes dont la larve est un ravageur du maïs. Pour fabriquer un maïs BT, c'est beaucoup moins précis qu'on veut nous le faire croire. Il faut un maïs, évidemment, 2 bactéries et un virus. Déjà, on ne prend pas un maïs entier, mais des cellules de maïs. Ensuite, il faut fabriquer un transgène. C'est un collage de gènes qu'on veut ajouter dans l'ADN du maïs. Le premier gène vient d'un Bacillus thuringiensis. C'est ça le BT. En fait, c'est une bactérie insecticide utilisée par certains agriculteurs. Cette bactérie fabrique des protéines toxiques pour la pyrale. On prend le gène correspondant à cette protéine toxique. Le deuxième gène vient d'une autre bactérie qui vit dans notre intestin et qui résiste aux antibiotiques. C'est le gène de sélection. Le troisième gène, c'est celui du virus de la mosaïque du chou-fleur. C'est un gène qui permet de s'intégrer dans l'ADN. On colle ces 3 gènes, on dépose un brevet sur le transgène et on le multiplie. Alors maintenant, il faut envoyer ces transgènes dans les cellules de maïs. Pour cela, on prend des petites billes et on colle les transgènes dessus. On charge le fusil et on tire sur les cellules de maïs. Si on a de la chance, quelques billes vont rentrer dans les cellules de maïs, bien dans le cœur. Et de là, le transgène peut aller s'incruster dans l'ADN du maïs. Il se met quelque part, mais on ne sait pas vraiment où. C'est problématique, parce que ça peut perturber le fonctionnement du maïs. Là, on ne maîtrise pas grand-chose. Pour savoir si l'opération a réussi, on verse de l'antibiotique dessus. Rappelez-vous, le transgène contient un gène de résistance aux antibiotiques. Donc si une cellule de maïs survit, c'est que la modification transgénique a réussi. Cette cellule de maïs contient donc bel et bien le gène de la bactérie BT. Maintenant qu'on a cette cellule de maïs OGM, il n'y a plus qu'à faire un maïs entier. Le gène BT se trouve partout, même dans les graines. Dans les champs des agriculteurs, ces maïs OGM fabriquent des protéines BT pendant toute la durée de leur vie. Il y en a dans les tiges, les feuilles, les épis et même dans les racines. Quand les larves des pyrales ont été tuées par ce maïs insecticide, la protéine BT continue d'être fabriquée. En réalité, cette protéine BT n'est pas toxique que pour les pyrales, mais pour tous les autres lépidoptères qui ne sont pas des ravageurs du maïs.